jambes que le dos, mais aussi entre les doigts. Et comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude. Utilisez toujours des mouchoirs en papier et jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, surtout, restez chez vous. Évitez de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez aussi les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Vous pensez être infecté par le coronavirus? Consultez votre médecin par téléphone. Ne vous rendez pas à la consultation du médecin traitant ni aux urgences sans son indication. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Plus d'informations sur info-coronavirus.be ou appelez le numéro gratuit 0814 689. Om 11 uur start de persconferentie over het coronavirus. Jezelf en elkaar beschermen tegen het coronavirus. Madame et messieurs, bonjour. Bienvenue pour notre point de presse quotidien. Nous sommes le jeudi 9 avril. Nous espérons que vous vous portez au mieux, que vous veillez les uns sur les autres. Et je vais directement passer la parole à Emmanuel pour un point sur la situation épidémique. Bonjour à tous, goedemorgen iedereen. Nous faisons aujourd'hui le point sur la situation d'hier, du 8 avril. Nous commençons avec la situation dans les hôpitaux. Hier, 459 personnes ont été admises à l'hôpital dans le cadre d'une infection à coronavirus et 483 ont pu quitter l'hôpital. Au total, aujourd'hui, 5590 personnes sont hospitalisées dans le contexte d'une infection à coronavirus. C'est une diminution par rapport à hier. Donc on remarque cette tendance qui s'entretient vers une diminution du nombre de personnes hospitalisées, même si ce nombre reste très élevé. 1285 personnes sont aux soins intensifs et parmi celles-ci, 992 nécessitent une assistance pour respirer. Au cours des 24 dernières heures, nous avons appris le décès de 283 personnes, dont 116 dans les hôpitaux, pour lesquels nous avons une confirmation diagnostique. Parmi ces personnes, 135 étaient en Flandre, 109 en Wallonie, 39 à Bruxelles. Et depuis le début de cette épidémie, 2523 personnes sont décédées dans le contexte d'une infection à coronavirus. Au cours des 24 dernières heures, 4300 tests de laboratoire ont été réalisés et 1580 personnes ont été diagnostiquées positives. Parmi celles-ci, 1049 en Flandre, 370 en Wallonie, 149 à Bruxelles. Depuis le début de l'épidémie, 24 983 personnes ont été diagnostiquées positives avec un test de laboratoire. En ce qui concerne les tests de laboratoire réalisés dans les maisons de repos, donc cette semaine nous avons commencé une large initiative visant à renforcer la capacité de réaliser des tests pour les maisons de repos et ce processus est donc en cours. À ce jour, parmi les 20 000 tests qui ont été rendus disponibles, 1569 prescriptions ont déjà été encodées dans le système national et ce nombre va continuer à augmenter très largement dans les heures et les jours qui viennent. Les résultats de ces tests ne sont pas encore inclus dans les chiffres que nous rapportons car les échantillons sont en cours d'acheminement vers les laboratoires et donc dans les jours qui viennent, ces tests vont pouvoir être réalisés. Nous voudrions aujourd'hui faire un petit commentaire par rapport à des informations qui semblent circuler sur les réseaux sociaux où certaines personnes semblent conseiller de mettre leur masque ou des habits dans le congélateur et ça aurait un impact sur
sur le virus. Il faut bien comprendre que le virus va rester vivant quand on le conserve au congélateur, par exemple. C'est un moyen de conserver le virus. Le virus, par contre, est très sensible à la température. Et donc, mettre son écharpe, son masque ou que sais-je dans un congélateur ne va pas permettre de contrôler l'infection. Par contre, chez nous, au quotidien, tous les jours, il y a un certain nombre d'éléments qui nous aident aussi à nous protéger contre le virus, car il est fort sensible à la chaleur. Quand nous faisons la vaisselle avec du produit de vaisselle, ou la température qu'il y a dans un lave-vaisselle, la température qu'il y a dans notre machine à laver ou dans le séchoir, sont autant d'éléments qui, de façon tout à fait naturelle et sans modifier vos habitudes, vont pouvoir nettoyer vos vêtements. Et si jamais ils ont du virus, eh bien, ce virus sera inévitablement annihilé par ces gestes du quotidien. Donc il ne faut pas changer ses habitudes. Les gestes que vous avez au quotidien sont des gestes qui permettent de se débarrasser de la présence d'un éventuel virus. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. Het is tijd voor de cijfers. De afgelopen 24 uur zijn er 459 nieuwe patiënten opgenomen in onze ziekenhuizen. En 483 patiënten hebben onze ziekenhuizen mogen verlaten. Dat brengt het totaal aantal patiënten die in onze ziekenhuizen ligt op 5.590. Dit is opnieuw een verdere daling van 98. Van die patiënten liggen er 1285 op intensieve zorgen. Dat is een lichte stijging van 9 patiënten. Het is belangrijk om te zeggen dat ondanks de stabiliserende of dalende hospitalisatiecijfers, dat de belasting op de intensieve zorgen nog steeds heel hoog blijft en de komende dagen waarschijnlijk nog licht gaat toenemen. 992 patiënten worden ook beademd, dat is een daling van 16. De afgelopen 24 uur werden er jammer genoeg opnieuw een groot aantal overlijdens gerapporteerd, met name 283. Van die 283 waren er 116 bevestigde overlijdens in de ziekenhuizen. 135 overlijdens werden gerapporteerd in Vlaanderen, 109 in Wallonië en 39 in Brussel. Dat brengt het totaal aantal overlijdens in België op 2523. De afgelopen 24 uur werden er in totaal 4300 labotesten uitgevoerd. En daarvan waren er 1580 positief. Er zijn dus 1580 nieuwe bevestigde gevallen van COVID-19 in België. 1049 kwamen uit Vlaanderen, 370 uit Wallonië, 149 uit Brussel en 12 van onbekende origine. Dat brengt het totaal aantal bevestigde gevallen in België op 24.983. Op dit ogenblik zijn er in de woonzorgcentra reeds 1569 stalen afgenomen en dit aantal neemt toe elke dag. Dus het idee is dat we binnen enkele dagen aan 20.000 staalafnames zullen zitten en testen. Dit is lopende. En verder heb ik nog een klein punt in verband met bepaalde geruchten die we soms horen via de sociale media of persoonlijke e-mails van mensen die ons vertellen dat zij maskers of andere items in de vriezer stoppen met het idee dat dit het virus gaat afdoden. We willen erop drukken dat dit geen goede strategie is. Het virus bewaart zeer goed bij koude temperaturen en kan heel lang bewaren bij vriestemperaturen. En dus koude is geen goede manier om virus af te doden. Het afwassen van borden, glazen in een afwasmachine of water met dreft is wel effectief. Het wassen van kleren in een wasmachine, zeker bij 60 graden, is ook effectief. Maar koude en vriestemperaturen zijn dat niet. Dank u wel. Bonjour à tous, goedemorgen iedereen. Les mesures renforcées qui sont maintenant d'application depuis 1 mois déterminent depuis lors notre vie quotidienne.
mais elle détermine aussi notre vie professionnelle à chacun d'entre nous. Là où c'est possible, on a rendu notre vie professionnelle peut-être plus flexible. Dans des circonstances aussi particulières, on remarque que beaucoup de personnes ont néanmoins pu continuer à travailler. Beaucoup d'entre vous ont pu télétravailler, et là où ce n'était pas possible, ont pu continuer une activité professionnelle en respectant ces distances de sécurité qu'on s'est mis pour nous protéger les uns les autres. Le fait que plusieurs personnes puissent continuer à travailler, c'est uniquement grâce au fait que chacun d'entre nous, nous sommes prêts et nous avons développé énormément de créativité et d'innovation face à cette situation. Je prends un exemple, la vidéoconférence devient presque aujourd'hui la norme pour beaucoup d'entre vous, pour vous concerter, pour rester en contact et pour discuter dans votre cadre professionnel. Les expériences que nous vivons maintenant nous serviront certainement pour plus tard. On voit aussi émerger énormément de partenariats, offline ou online, sur le terrain ou virtuellement. Ces connaissances et ces forces que nous partageons aujourd'hui dans cette lutte contre le coronavirus sera vraiment importante pour chacun d'entre nous. Les individus et les organisations qui travaillent ensemble dans des projets innovatifs et créatifs sont, par exemple, importants pour la suite de notre société. Dans ces temps incertains, de tels projets peuvent faire la différence. Et nous souhaitons remercier aujourd'hui chacun qui, dans une telle période difficile, s'est engagé dans cette innovation et cette créativité positive. Les personnes qui travaillent dans les services essentiels veillent aussi, à leur façon, à ce que nos sociétés puissent continuer à tourner. Nous voulons dès lors aujourd'hui remercier chacun d'entre eux pour leur investissement et en particulier pour ceux qui travaillent dans le secteur des soins. Continuons à les soutenir parce qu'eux veillent sur notre santé et sur nos proches. La situation reste difficile dans le secteur des soins et nous voulons encore aujourd'hui leur faire part de notre soutien plein et entier. Il n'y aura jamais assez d'applaudissements aux fenêtres à 8 heures, ni assez de draps blancs pendus aux fenêtres de nos maisons pour remercier les personnels de soins pour leur effort hyper important qu'ils font en ce moment pour chacun d'entre nous. Par respect pour leurs incroyables efforts et pour protéger notre santé à chacun d'entre nous, il est important qu'aujourd'hui, nous continuions à respecter les mesures renforcées. Et pour aider chacun d'entre nous à garder cette motivation, nous allons commencer à partir d'aujourd'hui une nouvelle campagne de sensibilisation qui est menée par les autorités belges. Cette campagne a vraiment pour objectif de nous aider à chacun à tenir bon. On ne peut pas abandonner aujourd'hui notre motivation. Si dans quelques mois nous voulons profiter de l'été, c'est maintenant que nous devons tenir bon. Et ce message, vous allez l'entendre à partir d'aujourd'hui via différents canaux qui seront utilisés pour toucher l'ensemble de la population, mais éventuellement aussi certains groupes cibles en particulier. Le message est clair, nous devons tenir bon, nous devons rester solitaires, rester chez vous et continuer à prendre soin les uns des autres. Merci. Goedemorgen. De maatregelen in de strijd tegen het coronavirus bepalen al bijna een maand grotendeels ons dagelijks leven. Ook het professioneel leven heeft zich, waar mogelijk, flexibel aangepast aan deze maatregelen. Want ook in deze bijzondere situatie blijven veel mensen aan het werk. Er wordt heel veel van thuis uitgewerkt en waar dit niet mogelijk is, wordt de fysieke afstand maximaal gerespecteerd. Het feit dat nog heel veel mensen kunnen blijven werken is enkel mogelijk omdat iedereen bereid is om innovatief en creatief om te gaan met de huidige situatie. Bijvoorbeeld, videoconferentie is vandaag de dag voor heel veel mensen de norm geworden om vergaderingen te houden. De ervaringen die we nu opdoen, kunnen mogelijk ook later hun nut bewijzen in ons professioneel leven. Ook zien we dat er heel veel online en offline samenwerkingsverbanden ontstaan. Kennis en krachten worden gebundeld in de strijd tegen het coronavirus. Individuen en organisaties werken samen aan innovatieve en creatieve projecten, bijvoorbeeld om beschermingsmateriaal te ontwikkelen. In onzekere tijden kunnen dergelijke projecten een verschil maken. We danken dan ook iedereen die zich in deze periode engageert. Ook de mensen werkzaam in de essentiële diensten zorgen ervoor dat onze maatschappij kan blijven draaien. We willen iedereen bedanken voor hun inzet. En in het bijzonder alle mensen in de zorgsector. Blijf hun steunen.
want zij zorgen voor onze gezondheid. De situatie in de zorgsector blijft zwaar. We willen dan ook een hart onder de riem steken. Er kan niet genoeg voor hun geapplaudisseerd worden om 8 uur 's avonds en er kunnen niet genoeg witte doeken hangen aan de huizen om het zorgpersoneel te danken voor hun ongelooflijke inzet tijdens deze periode. Uit respect voor hun ongelooflijke inzet en ter bescherming van onze gezondheid is het belangrijk dat we met z'n allen de maatregelen strikt blijven opvolgen. Om iedereen te blijven sensibiliseren voor de maatregelen start vanaf vandaag een campagne van de Belgische overheden. De campagne is gericht op het aspect volhouden. We mogen de motivatie niet laten verslappen. Als we straks willen genieten van de zomer, moeten we nu met z'n allen volhouden. Deze boodschap zal vanaf vandaag via verschillende kanalen worden gecommuniceerd naar het grote publiek en specifieke doelgroepen. De boodschap is heel eenvoudig. Blijf volhouden. Blijf solidair. Blijf thuis. Blijf zorgen voor jezelf en voor elkaar. Dank je wel. Dan kunnen we nu overgaan tot de vragen. Franse dermatologen melden dat COVID-19 ook huidaandoeningen zou veroorzaken. Wat klopt daarvan? Wel, ik heb dat inderdaad ook vernomen van bepaalde dermatologen, dat sommige patiënten rode huiduitslag zouden ontwikkelen. Het is op dit ogenblik helemaal niet duidelijk of dat een echt symptoom is van COVID-19. Daarentegen weten we wel dat heel veel virale infecties een rode huiduitslag kunnen induceren. Dus dat is eigenlijk een vrij algemeen atypisch gegeven. Maar er zijn geen indicaties dat dat echt typisch is voor een coronavirusinfectie. Des dermatologues français alertent sur des manifestations cutanées de la maladie. Avez-vous des indications dans ce sens? Donc, oui, nous avons été informés du fait que dans certains cas, certains patients infectés pouvaient présenter des manifestations cutanées. C'est quelque chose qui doit encore être confirmé. Ce qu'on sait par contre, c'est que de nombreuses infections virales peuvent provoquer des éruptions cutanées, donc ce ne serait pas étonnant que dans le cadre de cette infection à coronavirus, on puisse avoir ce type de manifestation. Et dans le contexte actuel épidémique, où on sait que le virus est fort présent, cela pourrait être un marqueur éventuel d'infection, mais en aucun cas il faut considérer aujourd'hui ce type de manifestation cutanée comme une attestation du fait que c'est un diagnostic d'infection. Et donc il faut de toute évidence continuer à respecter les règles diagnostiques que nous proposons, car ce signe peut aussi apparaître dans de très nombreuses situations médicales. On note un taux d'occupation d'environ 56% dans les hôpitaux ces derniers jours. Mais certains spécialistes estiment que le système hospitalier est juste en dessous du seuil de saturation. Qu'en est-il? Cela concerne les services qui sont en première ligne? Donc, en ce qui concerne l'occupation des lits de soins intensifs, la situation est, comme vous le savez, extrêmement importante. Donc, énormément de patients sont aujourd'hui aux soins intensifs et dans certaines régions du pays, l'occupation est bien au-delà de ces 56% qui représentent une moyenne nationale avec les capacités supplémentaires qui sont disponibles. Et donc, il ne faut pas se tromper quand on dit qu'il y a encore toute une réserve de soins intensifs, de lits de soins intensifs qui sont disponibles. Cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui, la situation reste extrêmement intense dans de très nombreux services de soins intensifs. De bezettingsgraad van de ziekenhuizen was de afgelopen dagen ongeveer 56%. Maar sommige deskundigen schatten dat het ziekenhuissysteem maar net onder het verzadigingspunt ligt. Klopt dit? Zijn het de diensten die in de frontlinie staan die het meest verzadigd zijn? Wel, op dit ogenblik is de capaciteit van onze intensieve zorgbedden wordt die voor 59% ingenomen. Er zijn dus nog iets meer dan 1000 intensieve zorgbedden beschikbaar, want dat is een nationaal cijfer. Het klopt dat in bepaalde regio's bepaalde ziekenhuizen veel zwaarder belast zijn en die zitten bijna aan hun maximumcapaciteit. Dat is niet nieuw, hè? Dat weten we al een tijdje. Daar zijn ook oplossingen voor. Er is een verspreidingsplan waardoor dat patiënten kunnen doorverwezen worden naar andere ziekenhuizen.
Op nationaal niveau, wanneer we kijken, is er nog voldoende capaciteit. Dat neemt wel niet weg dat de belasting op intensieve zorg zeer hoog is op dit ogenblik en dat daar zeer veel werk is en misschien zelfs nog wat meer gaat komen in de komende dagen of weken, want veel van die patiënten blijven verschillende weken liggen op intensieve zorgen. Het kabinet De Bakker schat dat de testcapaciteit op 10.000 tests per dag ligt. Maar de afgelopen dagen zijn er maar 4.000 uitgevoerd. Is er een probleem met de voorraad van het materiaal om stalen af te nemen? Uit de statistieken blijkt dat we al verschillende dagen gehad hebben waar dat er meer dan 5.000 testen zijn uitgevoerd per dag. Dus we zien dat dit aantal geleidelijk aan het toenemen is. De labocapaciteit die is er, maar het is natuurlijk ook belangrijk dat men in het veld kan volgen met de staalafnames, dat er voldoende afnamemateriaal beschikbaar is. En dit is iets dat geleidelijk aan het toenemen is. Dus we werken naar die 10.000 tests per dag toe, maar dat is een geleidelijk proces. Dat kan niet van de ene dag op de andere. Le cabinet De Bakker estime que les capacités de testing sont de 10.000 tests, mais que seuls 4.000 ont été réalisés ces derniers jours. Est-ce un problème de stock de matériel d'échantillonnage? Donc, ces dernières semaines, la capacité à faire des tests a été très largement augmentée par toute une série d'initiatives. Et cette capacité est maintenant mise à disposition de l'ensemble de la population belge, que ce soit dans les hôpitaux, mais aussi en dehors des hôpitaux. Il faut savoir que le fait d'avoir augmenté cette capacité en termes de plateforme technique pour réaliser les tests, mais doit être suivi aussi de tout un processus de démarrage. Et donc ce démarrage est bien en cours. Les maisons de repos sont maintenant, ont accès à toute une série de tests diagnostiques, même si évidemment c'est une approche progressive qui ne peut pas servir tout le monde en même temps en un jour. Donc il n'y a pas de problème pour l'instant pour suivre en termes d'approvisionnement, que ce soit en matériel d'échantillonnage ou de réactifs, puisque cette stratégie contient évidemment la sécurisation de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. L'approche du pic et de l'atteinte d'un palier font que l'on évoque déjà un déconfinement. N'est-il pas trop tôt? Est-il réaliste d'évoquer un déconfinement pour le 3 mai? Et un testing généralisé ou catégorisé est-il envisagé? Donc, le fait que nous voyons des signaux positifs par rapport au nombre de patients qui sont hospitalisés chaque jour, inévitablement donne un certain espoir de pouvoir progresser vers une situation qui tend vers la normale. Aller trop vite serait évidemment une erreur, car nous laisserions alors le virus reprendre sa dispersion dans la communauté sans que nous puissions le contrôler, sans que nous puissions aussi encaisser les inévitables personnes qui développeraient des formes sévères de la maladie. Mais ce qui a été initié, c'est la réflexion autour de comment nous allons pouvoir le faire et dans quel timing nous allons pouvoir le faire. Donc là, c'est nécessaire de pouvoir commencer, puisque c'est un travail qui est extrêmement important et qui prend du temps, mais ça ne veut pas dire que nous commençons aujourd'hui le déconfinement, certainement pas. Il faut maintenir ce que nous faisons et les différentes dates et échéances que nous avons devant nous seront des moments symboliques pour donner la direction que nous prenons. werden de voorbije dagen al maatregelen verzwakt. Maar is dat niet te vroeg? Is het realistisch om op 3 mei de maatregelen op te schorten? Voorzien jullie in dat verband een algemene testing van de bevolking of eentje bij bepaalde categorieën? Wel, we hebben nog niet echt maatregelen verzwakt. Er is wat bijgesteld in bepaalde kleine details of interpretaties van bestaande maatregelen. Het is niet het idee om op dit moment al maatregelen te verzwakken. Dat zou veel te vroeg zijn. Aangezien we wel zien dat de epidemie aan het verzwakken is, dat we mogelijk de piek hebben, gezien hebben en dat we de komende dagen, weken misschien in een neerdalende fase komen, maakt dat het zeer relevant is om heel hard te gaan nadenken over wat we gaan doen naar de toekomst toe in verband met het versoepelen van bepaalde maatregelen.
en op welk moment. Maar dit is een denkoefening. Er is een strategische werkgroep opgericht die hiermee bezig is. En dit is enkel maar mogelijk wanneer de cijfers dat toelaten. Het is nu nog veel te vroeg. We denken daarover na. Er worden strategieën uitgewerkt. En het zal zeer belangrijk zijn dat we dat niet te vroeg doen. Als we te vroeg maatregelen loslaten, dan riskeren we een tweede opflakkering, die mogelijk zelfs nog erger is dan wat we nu gezien hebben. Dus timing is cruciaal. De cijfers van de komende dagen gaan opnieuw bijdragen om de modellen aan te scherpen, betrouwbaarder te maken. En op basis daarvan zal er een strategie voorgesteld worden. Maar we kunnen daar nu nog geen datum op plakken of specifieke maatregelen opnoemen die we gaan loslaten. Is België voor het afbouwen van de maatregelen afhankelijk van wat er in de buurlanden gebeurt? Moeten we al overwegen om buitenlandse reizen tijdens de zomervakantie te verbieden? Of is er bijvoorbeeld een beslissing op Europees niveau mogelijk? Wel, de situatie in België zal zeker beïnvloed worden door de situatie in het buitenland. Niet het minst met de situatie in onze buurlanden. Dus dat gaat zeker moeten in rekening gebracht worden. Idealiter wordt dat een beetje gecoördineerd. Natuurlijk, de epidemie heeft verschillende landen in verschillende mate getroffen. Er zijn bepaalde landen die minder getroffen werden en die kunnen eerder denken aan het versoepelen van maatregelen. In andere landen zal dat pas wat later kunnen zijn. Maar we gaan daar moeten mee rekening houden, zeker wat betreft reizen naar het buitenland. Het zou goed zijn dat er een zekere coördinatie is op Europees niveau, in de mate dat dat mogelijk is. Want verschillende landen werken met verschillende snelheden, omdat ze ook op een verschillende manier getroffen zijn. En termes de déconfinement, la Belgique n'est-elle pas par ailleurs dépendante de ce qui se fait dans les pays voisins et donc de l'évolution en France, Allemagne et en Italie? Doit-on déjà envisager d'interdire les déplacements à l'étranger durant les grandes vacances? Et une décision commune au niveau européen, par exemple, est-elle envisageable? La situation en Belgique, comme dans d'autres pays, va évidemment être dépendante de l'évolution dans les pays avec lesquels nous sommes en contact, ou avec lesquels nous avons beaucoup de connexions. Et donc, c'est évidemment important dans la façon de suivre l'évolution de cette épidémie, de tenir compte de l'évolution dans d'autres pays. Non seulement il faut tenir compte de cette évolution, mais il faut aussi maintenant passer à un effort de coordination au niveau international, que ce soit européen ou mondial, pour que nous puissions ensemble suivre cette évolution et poser les choix qui sont nécessaires et qui permettent de revenir vers plus de connexion internationale sans prendre de risques supplémentaires. Si les hospitalisations continuent à diminuer, les résidents des maisons de repos ne pourraient-ils pas en bénéficier et aller à l'hôpital? Donc, il n'y a pas de frein aujourd'hui à ce que les patients qui nécessitent une hospitalisation, qu'ils soient aujourd'hui dans une maison de repos ou ailleurs, que ces personnes puissent aller à l'hôpital. Donc la décision d'hospitaliser est faite sur base de critères cliniques, de sévérité de la maladie, en discussion avec les patients évidemment et leurs médecins traitants. Et donc, oui, quand les personnes doivent être hospitalisées, elles le sont et elles le resteront. Als het aantal patiënten dat in het ziekenhuis ligt blijft dalen, kunnen bewoners van woonzorgcentra dan niet verzorgd worden in de ziekenhuizen? Het is heel belangrijk om op te merken dat dat nooit een probleem is geweest. Mensen in woonzorgcentra die ziek werden, die zijn altijd kunnen doorgestuurd worden naar het ziekenhuis. Daar is nooit een rem op geweest. Dat is eerder een beslissing die genomen wordt door de behandelende arts, samen met de patiënt in kwestie, samen met de familie, om na te kijken of het opportun is om iemand al dan niet nog door te verwijzen naar het ziekenhuis. Maar er is nooit in aanmerking genomen dat er al dan niet genoeg plaats is in de ziekenhuizen. Er is altijd voldoende plaats geweest, dus dat heeft nooit een belemmering gevormd. Vroeger niet, nu niet. En in de toekomst ook niet. Dus dat is niet aan de orde.
Men noemt meer dan 10 besmette mensen in een woonzorgcentrum een cluster. Gaat dit enkel over bevestigde of ook over de vermoedelijke gevallen? Dat gaat over beide. Dus mensen die bijvoorbeeld in een woonzorgcentrum erg ziek worden, die doorverwezen werden naar het ziekenhuis, die werden sowieso getest. Soms kan het dan zijn dat er nog andere gevallen in het woonzorgcentrum waren met mildere symptomen. En daar gaat men dan eerder uit van een vermoeden van infectie. Dus niet iedereen werd getest. Meestal zijn er enkele patiënten geweest die getest werden. En dan ging men ervan uit dat andere bewoners die gelijkaardige symptomen ontwikkelen, vermoedelijke gevallen zijn. Dus dat is een normale gang van zaken. Het is ook belangrijk om te melden dat ook in woonzorgcentra mensen, bewoners, de infectie kunnen oplopen en slechts milde symptomen ontwikkelen. Lorsqu'il y a plus de 10 personnes contaminées dans les maisons de repos, on parle d'un cluster. S'agit-il de contamination confirmée ou également suspecte? Donc, une personne, notamment dans une maison de repos qui nécessite d'être hospitalisée, sera hospitalisée et bénéficiera dans tous les cas d'un test diagnostique. Si dans cette maison de repos, d'où vient la personne, d'autres personnes présentent des symptômes éventuellement moins sévères qui ne nécessitent pas d'hospitalisation, dans ce cadre-là, jusqu'à présent, peu de personnes recevaient un test diagnostique, mais c'est considéré comme des cas suspects. Et donc, pour définir ce qu'on appelle un cluster, on prend en compte non seulement les cas confirmés, mais aussi les cas suspects. Et c'est ça qui permet d'alerter par rapport à une situation particulière dans une maison de repos, par exemple. Avons-nous une idée du temps nécessaire pour que les patients qui ont été sérieusement touchés par le coronavirus puissent récupérer? On évoque plusieurs mois. Les personnes qui doivent rester aux soins intensifs et notamment bénéficier d'une assistance pour respirer pendant plusieurs semaines, inévitablement, quand ils sortent des soins intensifs, doivent passer par une phase d'hospitalisation plus classique, mais aussi par toute une longue période de convalescence, car être aux soins intensifs, mais c'est quelque chose qui est très pénible pour le corps, et donc ça nécessite toute une période de convalescence qui peut prendre plusieurs semaines. Hebben we enig idee hoe lang het duurt voordat patiënten hersteld zijn als ze erg door het coronavirus getroffen werden? Praten we dan over meerdere maanden? Wel, we kunnen daar nog niet een precieze periode op plakken, daarvoor is het te vroeg. Maar het is wel zo, wanneer mensen op intensieve zorgen terechtkomen, dat ze daar soms meerdere weken blijven liggen, dat ze soms meerdere weken moeten beademd worden. Wanneer die mensen uiteindelijk intensieve zorgen mogen verlaten, dan zijn ze nog niet helemaal hersteld. Er volgt dan nog een heel lange herstelperiode om te bekomen van die zeer intense behandeling. En die kan inderdaad weken duren, misschien zelfs maanden. De toekomst zal uitwijzen hoe lang precies, maar dat kan nog een hele periode zijn. Ja. Merci. Bedankt. Merci à tous d'avoir suivi ce point d'information. Nous reviendrons demain à 11h pour continuer à vous informer. Conservons notre motivation, conservons notre innovation et créativité dans ces situations très compliquées. Blijf dus volhouden en blijf solidair. Dank u wel.